Une production des studios Bass. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bonjour tout le monde et bienvenue au 9e épisode du balado Passé décomposé, ce balado qui fait vivre les sujets de la Nouvelle-France ainsi que le parcours des grandes familles du Québec. Le revoici, âgé d'une année de plus et je sens déjà toute cette nouvelle sagesse chez lui. Bonjour Martin Archambault. Bonjour Guillaume. Ben oui, la maturité m'a gagné parce que, voyez-vous, mon anniversaire se trouve être entre Noël et le jour de l'an. Donc, je suis au moment où on se parle. Techniquement, il y a un chiffre de... on vient d'avancer. T'es rendu à 26, je crois. Ça, oh my God, on s'approche plus de les chiffres inversés. Mais que veux-tu? Mais je m'en voudrais de quand même ne pas te demander si tu as passé un bon temps des fêtes, Noël, jour de l'an. Oui, vraiment excellent temps des fêtes que j'ai pris sous le signe du relaxation. J'ai été quand même une très belle année, très bien occupé, de très beaux projets, mais des fois, ça fait du bien de s'arrêter aussi puis prendre une petite pause. De mettre la switch off. Puis je sais que tout comme moi, tu as quelques enfants. J'en ai 3. On les collectionne. Oui. Et qui dit beaucoup d'enfants, famille, souvent on essaye de... On veut profiter de ce temps-là pour faire des trucs. Fait qu'on planifie beaucoup alors que notre année est toujours très planifiée. Donc, nous, depuis quelques années, on a décidé de peut-être relâcher un peu la surplanification pendant le temps des fêtes puis laisser ça aller, go with the flow, comme on dit dans la langue de Molière. Quelle excellente idée. Si ça nous tente, on le fera. Puis sinon, c'est exact. pas grave. Puis, on prend ça plus relax. Mais quand même, on démarre 2026 avec plein de belles idées, plein de beaux projets personnels. Et pour notre balado, d'ailleurs, on a plein d'idées, plein de choses qui s'en viennent. Si vous nous écoutez depuis le tout début, ben sachez que ce balado est voué à évoluer. Oh, bien sûr. Oui. Ce n'est que le début. Prendre de la maturité tout comme nous. Exact. Ouf, oui. Ben, je te souhaite une très bonne année 2026, mon cher. Puis, j'espère que toi aussi, tu as bien profité de ces fêtes-là. Dis-moi, est-ce qu'il te reste un peu de place pour un dernier verre de bulle? On a souligné l'arrivée de la nouvelle année avec nos familles, mais là, pourquoi ne pas le faire ensemble avec nos auditeurs? Il y a toujours de la place pour quelques bulles. Bon, ben, pendant que je débouche la bouteille, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut nous suivre sur les différentes plateformes? Mais bien sûr, mon cher ami, donc il y a différentes façons de nous écouter. Évidemment, directement sur notre site web au passédécomposé-sans-accent.com. Donc, à partir du site web, vous avez accès à tous nos épisodes. C'est bien subdivisé, là, les derniers épisodes, des épisodes à découvrir, ainsi qu'un recueil de l'ensemble de nos épisodes. Donc, ça peut tout s'écouter là. Mais évidemment, si vous écoutez... T'as-tu de la misère avec ta bouteille, mon cher ami? Non, je voulais pas t'interrompre, mais je vais le faire. Vas-y. Oh, le son! Si vous nous écoutez ou si vous aimez écouter vos balados avec des applications plus classiques comme Apple Balado ou encore Spotify, YouTube Music, Podbean, il en existe des dizaines et des dizaines. C'est pas compliqué, on est sur toutes ces plateformes-là. Puis si jamais vous trouvez une plateforme de balado sur laquelle nous ne sommes pas, vous nous écrivez, vous venez sur notre site web et on vous va nous écrivez. L'ajouter. On va l'ajouter tout simplement. Donc, très facile de nous écouter. Puis passez le mot à vos amis et les membres de votre famille qui aiment, tout comme vous, l'histoire, la généalogie, la Nouvelle-France. On ne demande pas mieux que de s'ajouter quelques auditeurs épisode après épisode. Alors, santé, mon cher Martin. Santé, un petit chin. Je sais pas si on l'a entendu, mais bon. Santé aussi à vous, les auditeurs, que 2026 vous apporte de l'amour, du bonheur, mais surtout la santé. Je sais, c'est cliché, mais avec la santé, ça nous donne une très bonne base. J'ai une belle pensée pour toi, Sylvie. Je t'embrasse très fort. On se doit de remercier notre commanditaire pour aujourd'hui. Cet épisode est présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Est-ce que tu es prêt à partir ça, mon cher Martin?
Moi, je suis prête comme un scout. Comme un scout. Pour notre actualité généalogique, donc, je vous parle de Frank McGrath, qui est un résident de Longueuil qui a passé son premier Noël avec son frère en plus de 75 ans. Wow! Frank est le fils d'un soldat ayant fait la Seconde Guerre mondiale, mais ne connaissait pas tant d'informations sur ce dernier. Il a donc fait un test d'ADN il y a quelques années pour tenter d'en apprendre un peu plus sur ses origines. Et au début de l'année 2025, il y a un autre homme aux Pays-Bas qui a fait le même test pour réaliser qu'ils sont des frères. Et le plus cocasse, c'est que l'homme aux Pays-Bas qui a fait ce test-là se nomme, lui, Frans, donc l'équivalent de Francis, alors que Frank McGrath fut baptisé également sous le nom de Francis, donc les deux frères portent le même prénom. Wow. Et de ce que j'ai compris également, dans le fond, les deux hommes seraient en fait des demi-frères, ce qui explique les milliers de kilomètres là, qui les séparent. En ayant fait la Seconde Guerre mondiale, leur père s'est promené un peu partout et a donc mis deux femmes enceintes en 2 ans sur 2 continents différents. Ils ont donc pris contact via les différents réseaux sociaux, ont commencé à se parler régulièrement. Ils ont dit que c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et en décembre dernier, Franz est venu au Canada pour voir son frère et la famille de celui-ci et passer Noël avec eux. Une très belle histoire pour les deux hommes de 78 et 80 ans. C'est quand même extraordinaire des affaires comme ça. Puis c'est de plus en plus possible de retracer des gens dans notre famille dont on ne connaît pas l'existence grâce à la génétique et la généalogie génétique. Maintenant, j'en ai déjà parlé, puis peut-être qu'on le décrira plus en détail dans un prochain épisode, mais il y a quelqu'un dans la famille de ma conjointe, ils ont retrouvé un cousin dont ils ne connaissaient même pas l'existence, en fait, parce que quelqu'un là, dans la famille, c'est une jeune femme, là, c'est comme éloignée de la famille et a eu cet enfant-là alors qu'elle était au loin. Et elle n'a jamais dit qu'elle avait eu un enfant parce qu'elle l'avait donné en adoption. Puis, je dis on parce que j'ai participé à cette magnifique étape de recherche-là, grâce à la généalogie génétique. Et on a retrouvé ce cousin-là qui, maintenant, depuis plusieurs Noëls maintenant, fête Noël avec nous, puis a retrouvé sa famille. Évidemment, il y a eu une famille adoptive. Là, il n'était pas malheureux pour autant, mais quand même, il a retrouvé sa vraie famille, sa famille de sang. Donc, des belles choses sont possibles. Vraiment des très belles histoires. Martin, est-ce que tu as un mot historique du jour à nous présenter aujourd'hui? Comme toujours, on écoute ça. Le mot historique du jour. Les liens de parenté entre 2 personnes sont comptés en degrés. En droit successoral, chaque génération forme un degré. Pour les collatéraux, le calcul se fait en remontant à l'ancêtre et en redescendant. Par exemple, un homme et son père ont 1 degré de séparation, un grand-père et son petit-fils 2 degrés, 2 frères sont parents au 2e degré et un oncle et son neveu sont parents au 3e degré. La religion a longtemps utilisé les degrés séparant les 2 futurs époux afin de voir s'ils étaient assez éloignés pour permettre le mariage. C'est quelque chose dont on parle souvent quand on parle de généalogie et quand on en a parlé dans des épisodes précédents. Là. Donc, est-ce que les gens, quand on a parlé de l'union, est-ce que cette union-là peut avoir lieu? Ben, on doit valider tout ça. Puis, dans certains cas, ben, il y a une certaine lien familial, il devait y avoir une dispense là, qui était offerte. On parlait alors de degré de consanguinité. Donc, effectivement, c'était tout à fait juste très bien, très intéressant encore une fois. À cette époque où on ne peut pas passer 1 heure à s'obstiner avec son conjoint ou sa conjointe à savoir quel film on va regarder sur Netflix, mais quoi que là, on n'est plus sur Netflix, c'est pas vrai. Hein? C'est crave-et-tout.tv. C'est vrai, on est au Québec maintenant. On laisse faire Netflix. Comment on se divertit en Nouvelle-France? Eh bien, les arts vont prendre beaucoup de place, que ce soit le chant, la danse, la musique. En effet, les premiers colons vont vivre au rythme des différentes musiques, que ce soit les cloches des églises, les battements de tambour ou encore au son des petites flûtes utilisées dans l'armée qu'on appelait un fifre. Une autre place où la musique prend beaucoup de place, ben, c'est bien sûr à l'église. Dès les premières années de la colonisation, vers 1647, on va assister aux premières messes chantées dans l'église. Aussi, une dizaine d'années plus tard, on va déjà noter dans des registres la présence d'un joueur d'orgue dans l'église Notre-Dame de Québec.
On parlait également dans notre épisode sur l'éducation, la présence des collèges et des séminaires en Nouvelle-France, qui étaient plus axés sur la vocation cléricale. Eh bien, on va aussi offrir des cours de chant dans ces 10 collèges. En 1666, le jeune François du Moussard, qui est âgé alors de 19 ans, va être engagé comme professeur de musique chez les Jésuites. Ce dernier était joueur de tambour dans le régiment Carignan-Salière, donc dans l'armée, et son talent va être vite remarqué au point où il sera retiré de l'armée pour qu'il puisse aller enseigner. On va également enseigner le violon chez les Ursulines, une musique qui plaît notamment grandement aux jeunes autochtones. Lors de grandes cérémonies religieuses, on va jouer plusieurs pièces du répertoire catholique durant de longues heures. Par exemple, lors de l'inauguration de la cathédrale de Québec en 1684, la cérémonie pour célébrer l'événement va durer une demi-journée, accompagnée de différentes pièces musicales, et elle va se terminer par un Te Deum, qui est un hymne chrétien latin qui louangeait le bon Dieu. Tu nous as parlé beaucoup de religion et d'église, mais est-ce que c'est le seul moment où la musique était jouée ou il en faisait jouer? Non. Ou il jouait de la musique ailleurs? Ben oui, heureusement, la musique ne sera pas que militaire ou religieuse. Ceux qui ont fait de la généalogie savent peut-être qu'après les décès, on faisait un inventaire après décès, comme on fait un peu aujourd'hui d'ailleurs, et il y a un petit échantillonnage de certains inventaires après décès qui a signalé qu'une 50aine de personnes sont propriétaires d'instruments de musique à la maison. Oui, la grande majorité d'entre eux, ce sont des marchands ou des personnes qui travaillent dans ce domaine, mais ça démontre quand même que la musique va sortir un peu des églises. Je parlais tantôt de violon et de tambour, mais un autre instrument qui est très populaire au Québec, c'est la guimbarde. On peut l'entendre encore parfois dans certains groupes trad du Québec, comme Mes Aïeux notamment. C'est un petit instrument fait de métal qu'on fait vibrer avec son doigt en le tenant près des lèvres, et le mouvement des lèvres va faire varier le son de la vibration. J'ai d'ailleurs un extrait du musicien québécois Yann Falquet du groupe Genticorum qui nous fait un solo de guimbarde. Bien évidemment, c'est un extrait qui est très moderne, mais outre les matériaux utilisés pour construire l'instrument, le reste est assez fidèle à ce qu'il était. Donc, je vous laisse écouter ce petit extrait. Quand je dis que c'était un instrument qui était très populaire, j'exagère pas parce que dans l'inventaire du marchand Raymond Dubosc en 1697, on retrouve près de 600 guimbardes dans son magasin. Parmi les autres instruments qu'on retrouve également, on parle de guitare, de clavecin, de flûte, de flageolet, qui était aussi une petite sorte de flûte, ainsi que des clairons. Qui dit musique dit aussi, bien entendu, souvent de la chanson. Donc, est-ce qu'il va y avoir juste des instruments de musique ou les gens vont chanter aussi à cette époque-là? Bien sûr, on va chanter. Chanter, c'est rassembleur. C'est facile parce qu'on n'a pas besoin de savoir jouer d'un instrument et c'est libérateur même. Et bien sûr, oui, il va y avoir les chants religieux, mais le fait de chanter dépasse largement la vocation religieuse. Le moment où on va chanter le plus souvent, selon toi, Martin, ça serait quand? Si on est à l'extérieur des moments religieux, je dirais peut-être dans les soirées dansantes, là, je me souviens un peu comment tu disais. Les veillées. Les veillées, oui, exactement. C'est ça. Mais encore plus familial que ça va être à table durant les repas. Ah, ouais. On va retrouver les écrits d'Élisabeth Bégon, qui est la femme de Claude-Michel Bégon de la Cour, gouverneur de Trois-Rivières. Et dans ses écrits, Élisabeth relate qu'on va régulièrement faire de longs soupers durant lesquels les convives chantent fort, chantent longtemps, ce qu'on appelle mon rêve. Elle dit aussi que les invités chantent si fort qu'il arrive fréquemment
temps que des passants s'arrêtent devant la maison pour les écouter. Mais bon, comme toute bonne chose, certains vont en abuser. On retrouve dans les archives judiciaires bon nombre de colons et d'Autochtones qui ont été arrêtés pour dérangement en chantant trop fort dans les rues. On se mentira pas, dans ces cas, il y avait souvent un débit d'alcool qui était assez élevé qui accompagnait le chanteur. Ça allait avec. Ouais. Même si ça demeure impossible de confirmer le type de chanson qu'on chante à l'époque, les historiens s'entendent pour dire qu'il s'agissait fort probablement de chansons à boire. Donc, ce sont des ritournelles qu'on entend souvent, qui étaient généralement chantées en fin de repas et, comme on disait plus tôt, qui encouragent la consommation d'alcool. Parmi les plus connus, on retrouve notamment Chevalier de la table ronde. Le texte qu'on connaît aujourd'hui date du 20e siècle, ça je suis 100% d'accord, mais les premières bases de cette chanson-là, la source de cette chanson-là date des années 1700. Avec le temps, la chanson s'est transformée, elle est devenue l'air qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, mais il y avait quand même une base à l'époque. Dans les versions beaucoup plus récentes, on peut penser à Boire un petit coup, c'est agréable, qui daterait du début des années 1900, ou encore Du rhum des femmes du groupe français Soldat Louis, qui est sorti en 1988. Tu nous parles du 20e siècle, mais est-ce qu'on connaît d'autres chansons de l'époque, là? Malheureusement, les chansons d'antan n'ont pas vraiment traversé les années. Il y a une strophe de chanson qui aurait été notée dans les registres, dont on ignore l'air, malheureusement, et les paroles ont été notées pour une très mauvaise raison. En fait, en 1707, le boucher Henri Catin prend un verre dans une auberge où séjourne le capitaine Guillaume de Lorimier. Le capitaine de Lorimier dort lorsqu'Henri Catin s'emporte et chante « La belle passant par-dessus le pont, le vent leva sa cote, fit voir son talon ». De Lorimier est tellement irrité de se faire réveiller qu'il va même blesser Catin pour avoir dérangé son sommeil. On ne connaît pas la nature exacte des blessures, mais comme les témoins ont dû raconter ce qui s'était passé, les paroles furent rapportées. C'est donc grâce à cet événement que les paroles sont connues, mais sinon, on connaît très peu de choses de la musique de l'époque. Oui, c'est quand même particulier parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même de la notation musicale qui existait. Pas nécessairement, oui, mais pas nécessairement avec les portées là, à 5 lignes comme on connaît aujourd'hui, mais il y avait le chant grégorien, par exemple, qui était écrit avec des portées à 4 lignes qui existaient, mais probablement que les colons qui venaient ici, c'était pas nécessairement des gens qui étaient très éduqués, qui connaissaient, ils savaient pas lire ni écrire les mots, donc encore moins la musique probablement. Donc, c'était vraiment du par-oreille, comme on dit. Exactement. Puis, les paroles et les textes qui vont être notés, qui vont être écrites sur des partitions, ce sont principalement les chants religieux. L'écriture de chansons va même occasionner certains ennuis à des gens. À cette époque, écrire une chanson ou un texte de nature satirique peut même aller jusqu'à recevoir ça peut mener jusqu'à recevoir une amende et même la mise au carcan sur la place publique. Et là là. En 1709, Lambert Thuret d'Yprévost et Jean Berger sont emprisonnés pour avoir agressé physiquement l'apothicaire Claude Boiteux de Sainte-Olive. En prison, Jean Berger va écrire une chanson qui ridiculise la victime et les justiciers. Il va écrire, entre autres, « Sainte-Olive envoya quérir soudain messieurs de la justice, donnant l'argent à pleine main pour qu'on les punisse. » Donc, dans ses paroles, Jean Berger induit que Sainte-Olive aurait payé la justice afin qu'il soit accusé. Les paroles de Berger sont retrouvées dans sa cellule et ça va lui valoir 1 heure au carcan sur la place publique de Montréal avec un écriteau devant et derrière où est-ce qu'on pouvait lire auteur de chansons comme étant le crime qu'il a commis. Oh, ça, c'est grave, ça, là. Luc Plamondon serait dans le trouble. Oh, il serait dans le trouble, certain. Ben, je te remercie, Guillaume, de nous avoir amené dans le monde du chant, de la musique, des paroles, mais devant toute cette belle musique, à un moment donné, on veut se délier les pattes, comme on dit, puis aller danser un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la danse en Nouvelle-France? Bien sûr, mais comme tout le reste, on va rapidement voir la danse. Dans les premières années de la colonie, c'est principalement durant les noces qu'on va se permettre de danser, d'autant plus qu'il y a souvent des joueurs de violon qui peuvent accompagner le tout. La première grande danse va être un bal qui va être organisé par la bourgeoisie de Québec en 1667 sous la direction de Louis Théandre Chartier de Lotbinière afin de célébrer sa nomination de lieutenant général dans la prévôté, qui est un ancien terme pour parler de la gendarmerie. On va voir à ce bal quelques femmes qui appartiennent à la confrérie de la Sainte-Famille et ça ne passe pas du tout. Monseigneur de Laval va expulser ces femmes-là de leur confrérie et son successeur, Monseigneur Saint-Vallier, ne manquera
aucune occasion de dénoncer les atteintes à la pudeur engendrées par les danses et les bals. Ah, le démon. Oui, le démon était là carrément. Même si les bals pourront continuer, on va tout de même les encadrer et on va notamment les interdire les jours de fête et les dimanches. Malgré toutes les règles qui vont être émises, on va continuer de danser parce qu'il s'agit d'une activité appréciée en Nouvelle-France. À cette époque-là, on va danser des bourrées, des branles et des rigodons. Vont suivre dans les années qui suivent des menuets et la contredanse. De façon générale, on danse en cercle, en groupe. Elisabeth Bégon, que je t'ai parlé tantôt, va noter dans d'autres écrits sa tristesse qu'il n'y ait pas assez de maîtres pour former tous ceux qui veulent apprendre à danser. Ah ouais, faut que tu apprennes les pas. Puis, exactement, et on veut que ça devienne commun, on veut que tout le monde puisse participer. Ceux qui connaissent pas les pas, ils vont simplement de mouvements du corps au rythme de la musique pour montrer leur enthousiasme. On voit donc que dès le 18e siècle, la danse prend une place très importante dans la colonie. Puis ceux qui n'ont pas, comme on dit, la fibre artistique, là, ils vont faire quoi pour se divertir? Ceux qui ont la chance de savoir lire vont pouvoir se contenter de la lecture. Même si on n'a pas d'imprimerie ou de librairie, la quantité de livres dans les premières années de la Nouvelle-France est estimée à environ 8000 livres. Donc, on a quand même pas mal de lectures là, qui nous attend. Sinon, ce qui est populaire, ce sont les jeux d'adresse et les jeux de hasard, qui est un peu l'ancêtre de nos jeux de société, finalement. Parmi les plus populaires, il y a le billard, les quilles, les cartes et les dés. Le billard? Oui. Il y a des tables de billard, quand même. C'est sûr que le billard de l'époque, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, mais la base reste assez semblable. Les tables de billard se retrouvent généralement dans des auberges ou dans les cabarets. À l'époque, on décrit le billard comme étant une table d'environ 12 pieds par 6 pieds, avec un tapis qui la retrouve, 3 paires de billes neuves et 4 vieilles paires de billes et des bâtons. Donc, la base est quand même assez semblable. Ouais. On joue généralement au billard à 2 ou à 4 personnes et plusieurs spectateurs se tiennent autour de la table. On a retrouvé un registre de créances de billard d'un cabaretier et parmi les 31 personnes qui y ont joué, on retrouve notamment des officiers, des fonctionnaires, des marchands et d'autres professionnels, mais j'ai aussi été très surpris de voir que 3 femmes avaient une dette de billard. On peut donc voir que le billard semble réservé peut-être à une certaine élite ou du moins peut-être pas nécessairement la classe la plus défavorisée. Le jeu de quilles qu'on connaît en Nouvelle-France est également différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Très peu d'écrits relatent ce qu'étaient les quilles de l'époque, mais on parle tout de même d'une boule qu'on lance en la faisant rouler vers un lot de quilles variant de 3 à 9 quilles. Bon, donc ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui. C'est un genre de jeu d'adresse. Exactement. Contrairement au billard, par contre, les quilles sont beaucoup plus accessibles. Jeunes, vieux, défavorisés, aisés, tout le monde peut jouer. Et aussi, même si les jeux de hasard sont généralement interdits dans la colonie, ils sont tout de même très populaires. Les gens vont parier de l'argent, et l'argent à l'époque, c'est très durement gagné. Quand un homme perdait son argent, parfois avec un verre ou deux de trop dans le nez, ça pouvait mener à des bagarres, des arrestations et des fois même des emprisonnements. Le jeu le plus connu et le plus joué se nomme le piquet. C'est un jeu qui se joue avec 36 cartes dans sa première version et ressemble un peu à une partie de poker en fait d'aujourd'hui. Le joueur se voit distribuer quelques cartes qui pourra décider d'en jeter quelques-unes, d'en piger des nouvelles. Le but est d'avoir la meilleure suite ou la plus grande valeur de cartes. Donc rien de très différent de ce qu'on connaît de nos jours. Le jeu de dés enfin ressemblait également à ce qu'on connaît aujourd'hui, soit de brasser la meilleure combinaison. On voit donc, Martin, que plus ça change, plus c'est pareil. Ben oui, les jeux, puis on voit qu'il y a certains jeux qu'on joue aujourd'hui, puis là, mon exemple n'est pas de la Nouvelle-France, mais il y a certains jeux qui proviennent du Moyen-Orient, qui datent de milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs jeux qui ont traversé quand même assez bien, qui ont peut-être des règlements se sont ajoutés, d'autres sont disparus, mais quand même l'essence du jeu a très bien voyagé. Exactement, puis on voit que rapidement dans la colonie, ça s'installe, donc c'est clairement pas nous qui avons inventé ça, mais c'était apprécié clairement pour ramener ça quand même assez rapidement. Oui, puis on a déjà parlé que pendant l'hiver, c'était long, les gens avaient pas beaucoup de choses à faire, donc j'imagine que d'être capable de chanter, de danser ou de jouer à des jeux pour passer le temps pendant les longues soirées d'hiver, ça devait être quelque chose de capital pour rester sain d'esprit. Vraiment. Martin, dis-moi, est-ce que tu as une capsule pour nous aujourd'hui? Bien sûr, on écoute ça à l'instant.
Fermez les yeux et imaginez Saint-Hyacinthe il y a plusieurs décennies. Pas encore de mégacentre, pas encore de Wi-Fi, mais déjà une ville pleine de vie, de commerçants débrouillards et de gens qui savaient que le meilleur remède à l'hiver, c'était de chanter ensemble. Au cœur de tout ça, un homme, le ténor Gilbert Archambault. Un mascoutin pur jus, à la fois entrepreneur, mélomane et, accrochez-vous bien, champion de croquet. Oui, un gars qui pouvait réparer un téléviseur, accorder un chœur et planter un coup de maillet parfait dans le même après-midi. Gilbert, c'était le propriétaire du fameux G. Archambault Radio-TV, l'endroit où on allait non seulement pour acheter sa première télévision, mais aussi pour recevoir des conseils d'experts. Parce que Gilbert, il connaissait son affaire. Il savait faire marcher une antenne sur un toit de tôle un soir de verglas, mais sa vraie passion, c'était pas juste les ondes hertziennes, c'était les ondes vocales. Un bon matin de 1945, il s'est dit « Pourquoi écouter de la musique quand on peut la faire nous-mêmes? » Surtout que Gilbert chantait dans des chœurs depuis qu'il était enfant. Et paf, ainsi naissaient les Variétés canadiennes, un ensemble vocal rassemblant les voix de la région. Des gens d'ici, venus avec leur énergie, leur bonne humeur et parfois leur justesse approximative. Mais avec Gilbert, tout le monde finissait par chanter dans la bonne tonalité, ou du moins avec le bon enthousiasme. Les premières répétitions, pas dans un grand auditorium, non. Parfois dans l'arrière-boutique de G. Archambault Radio-TV, entre une pile de téléviseurs et un tourne-disque. On déplaçait 2 ou 3 frigidaires, on alignait les chaises et on chantait. Les échos de Dominique Nick-Nick ou de Prendre un verre de lait devaient sûrement résonner jusque dans le stationnement. Et quand venait le temps du concert, c'était tout un événement. Les familles s'habillaient comme pour un mariage, les enfants s'endormaient dans les premières parties et le public applaudissait si fort qu'on aurait dit que Céline elle-même venait de finir sa tournée. Les variétés, c'était un peu comme la grande famille musicale de Saint-Hyacinthe. On y trouvait de tout. La soprano qui chantait toujours un peu trop haut, le ténor discret qui connaissait toutes les paroles par cœur et le contralto qui avait le rire le plus fort de tout le chœur. Et au centre de tout ça, Gilbert, calme, souriant, un brin taquin, mais toujours bienveillant. Entre 2 répétitions, on pouvait le retrouver sur un terrain de croquet, maillet à la main, concentré comme un chirurgien. Certains disaient qu'il dirigeait son équipe de croquet comme son cœur, avec précision, passion et un petit clin d'œil quand quelqu'un ratait sa note ou sa boule. Sous sa direction, les variétés canadiennes ont évolué, grandi et conquis le cœur des mascoutins. Les concerts devenaient des moments de fierté locale où tout le monde se retrouvait pour rire, chanter et se rappeler que, dans la vie, chanter faux en groupe, ça sonne quand même pas mal bien. Avec le temps, le chœur s'est transformé, modernisé, mais il a toujours gardé cette étincelle que Gilbert avait allumée. Le goût du partage, de la camaraderie et du plaisir de chanter ensemble, même quand les partitions semblaient sorties tout droit d'un casse-tête. Aujourd'hui encore, quand on entend les variétés canadiennes, qui ont changé de nom pour s'appeler les variétés en 2015, on ne peut s'empêcher de penser à Gilbert, à sa passion, à sa générosité et son éternel sourire. On dit souvent que certains laissent une trace derrière eux, eh bien lui, il a laissé une mélodie. Une belle, simple et inoubliable mélodie mascoutaine. Parce qu'au fond, l'histoire des variétés canadiennes, c'est celle d'un gars qui a su accorder des téléviseurs, des voix et des cœurs. Cet homme, il me manque terriblement aujourd'hui. Je t'aime, grand-papa. Eh oui. Ah ben là, tu m'as eu. Je ne m'attendais pas à cette finale. Eh oui, hein? Et ironiquement, au moment où on enregistre cet épisode, c'est la journée de son anniversaire. Donc, on enregistre actuellement. Là, au moment. Il aurait eu 117 ans aujourd'hui. Ah, OK. Donc, je crois comprendre qu'il nous a quittés depuis... oui, depuis un bon bout. Puis, mais quand même. Ce qui est encore plus ironique, c'est que
on enregistre aujourd'hui, mais ce n'était pas la date initialement prévue. Non, fait que c'est vraiment un hasard que ça tombe aujourd'hui. C'est quand même... Ouais. Donc. Puis je tiens à dire, pour la petite histoire, que les variétés canadiennes ont changé de nom. Ça s'appelle maintenant les variétés. Le Canadien a quitté. J'imagine que c'était moins cool d'être canadienne passé les années 70, mettons. Mais ça existe toujours. Ils sont toujours en vie à Saint-Hyacinthe, donc il y a encore un ensemble vocal qui s'appelle Les Variétés. Il y a plusieurs albums qui ont été enregistrés, donc on peut les retrouver. Même sur YouTube, si vous faites une petite recherche, il y a des albums complets des variétés canadiennes qui sont disponibles là, qu'on peut écouter. On va aller écouter ça avec plaisir. Oui. Aujourd'hui, je vous parle de René Ouellette, qui est l'ancêtre de toutes les familles Ouellet et Ouellette du Québec, donc avec le double T-E à la fin ou pas. Petite nuance ici toutefois, je sais qu'il existe au Québec des familles Ouellet ou Ouillet, donc avec un W au début, qui, elles, sont de mémoire des familles anglaises. Je parle vraiment, par contre, des noms Ouellette avec OU au début, qui, eux, sont vraiment les descendants de René Ouellette. Il naît le 26 janvier 1644 dans l'église Notre-Dame de Vierzon, en France, et au moment de son baptême, son nom est écrit H-O-U-A-L-L-E-T, donc on prononce Ouellet. Possiblement. René, c'est le fils de François Ouellette et de Isabelle Barré. François exerce le métier de receveur du roi. Le receveur du roi, c'était un employé qui s'occupait de collecter les impôts notamment, mais pouvait également agir à titre de conseiller financier. On peut donc penser que cette famille-là, la famille Ouellette, vit quand même assez aisément en France. Ça ne veut pas dire qu'ils sont riches pour autant, mais en travaillant pour le roi, clairement qu'il y a un bon salaire qui vient avec ce job-là. Si la famille vivait possiblement assez bien en France, pourquoi venir en Nouvelle-France? Hein? C'est un peu la question qu'on se pose. Bien, c'est une excellente question et à laquelle, malheureusement, on n'a pas la réponse officielle. Cela dit, avec mon expérience et en comparant avec d'autres familles, ça semble être tout simplement le désir de vivre une nouvelle aventure qui va amener René à vivre au Québec. Selon les estimations, il va arriver au Québec en 1663, possiblement durant l'été, période où une grande majorité des bateaux arrivaient. Moins d'1 an après son arrivée, René est déjà propriétaire d'une terre sur l'île d'Orléans dans la paroisse Sainte-Famille. Est-ce qu'il va avoir acheté sa terre ou il se l'est fait céder? Ça demeure également inconnu. Cela dit, encore une fois, avec mon expérience, je penche plus vers l'option de l'achat parce que les terres qui étaient cédées, c'était généralement après plusieurs années de travail et de services rendus, mais encore là, impossible de savoir précisément. Normalement, quand on arrive ici, c'était pas trop long qu'on se matchait, comme on dit de nos jours. Donc, qui sera celle qui va faire battre le cœur de notre beau René? René va épouser Anne Rivet le 8 mars 1666 dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Anne n'aura pas eu une vie toujours très facile. Elle va naître vers 1635 à Couterne, dans la région de la Normandie, dans le nord-ouest de la France. Alors qu'elle est encore à Couterne, elle va épouser Grégoire Huss, ou Grégoire Huss, selon les documents, le 8 juillet 1659, alors qu'elle est âgée d'environ 24 ans. Grégoire est également receveur, comme le père de René d'ailleurs. Grégoire et Anne vont être les parents de 2 petites jumelles, les petites Jacqueline et Françoise, qui vont naître en 1662. Les 2 années qui suivent, toutefois, vont être particulièrement difficiles pour Anne, car Grégoire, Jacqueline et Françoise vont tous les 3 décéder dans un délai d'environ 2 ans. C'est donc un retour à la case départ pour Anne. Heureusement, et ce, entre immenses guillemets, dans les mêmes années existe le programme des Filles du Roi. On rappelle en très résumé que c'est un programme mis en place par le roi pour assurer que la population de la Nouvelle-France se multiplie. On vous invite d'ailleurs à écouter notre tout premier épisode du balado qui traitait sur ce sujet, mais aussi sur les mythes entourant les Filles du Roi. Anne va donc prendre part à ce programme en compagnie de sa sœur Catherine. Elles vont partir ensemble de la France en août 1665 et arriver dans la ville de Québec le 2 octobre 1665 à bord du bateau Saint-Jean-Baptiste. On rappelle que le couple s'est marié le 8 mars 1666, donc 5 mois après l'arrivée d'Anne. On en avait discuté également dans notre premier épisode, mais les couples se mariaient généralement assez rapidement pour différentes raisons. Au moment de leur mariage, René est âgé de 22 ans, alors qu'Anne est âgée d'environ 31 ans. Les Ouellette-Rivet seront les parents de 3 garçons, soit Joseph, Mathurin et Grégoire, comme le premier mari d'Anne. Catherine, la sœur d'Anne, va quant à elle décéder en 1723 sans jamais s'être mariée. 3 enfants de nos jours, c'est beaucoup. Hein? On en a 3. On se va dire qu'on en a beaucoup. Mais à cette époque-là, il me semble que c'est pas beaucoup.
Est-ce que c'est parce que Anne s'est remariée à 31 ans que ça l'a impacté sur le nombre d'enfants qu'elle a eu? Peut-être que l'âge peut avoir joué, effectivement. On le sait, la fenêtre d'opportunité d'une femme pour enfanter est relativement courte dans la durée de toute sa vie. Cela dit, tout porte à croire qu'Anne était également malade parce qu'elle va décéder le 5 avril 1675 à environ 40 ans seulement, laissant 3 enfants à René âgés de 8, 5 et 2 ans. Oui, il y a de quoi qui me dit que notre vedette du jour n'est pas restée seule longtemps. Il a dû se remarier pour avoir un peu d'aide avec les enfants, j'imagine. C'est justement une histoire de mariage qui va faire que le plus gros scandale dans l'histoire de la vie de René va arriver. Je te le dis, Martin, cette histoire-là, c'est un soap opera. Attends une minute. Là, surtout qu'on a des bulles. On là, a des bulles en plus. Je m'installe, On est compte-moi prêt. ça. Le 13 avril 1676, il y a Martin Guérard, qui est un habitant de l'île d'Orléans également, qui va être retrouvé mort sur les berges de l'île d'Orléans. Il est porté disparu depuis environ 1 mois lorsqu'il est retrouvé. Il voulait se rendre au moulin de Château-Richer, donc de l'autre côté du fleuve, et il n'est jamais revenu. À ce moment-là, René habite chez le couple Lepage-Loignon et Sébastienne Loignon va dire aux autorités qu'elle avait entendu dire que René et Marie Boët, qui était l'épouse du défunt, avaient l'intention de se marier. Les autorités vont donc venir à la conclusion suivante. Comme René et Marie veulent se marier, ils doivent donc se débarrasser de l'époux de Marie parce que le divorce n'existe pas. La seule façon de se remarier, c'est en étant veuve. Ils auraient donc, selon les autorités, comploté pour assassiner Martin Guérard afin que Marie soit veuve et qu'ils puissent finalement se marier. Les autorités vont donc présenter cette théorie-là à la cour, à la justice, mais faute de preuves, il n'y aura même pas de procès. Cette histoire-là va mourir dans l'œuf et René va être blanchi. Pour des raisons qui sont assez évidentes, il va décider de quitter l'île d'Orléans à la suite de cette affaire et va s'installer dans la seigneurie de Grande-Anse, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'Apocatière. Puis, est-ce qu'il va être capable de refaire encore une fois sa vie malgré ce poids-là d'une fausse accusation qui pèse sur lui? Oui, est-ce que c'est le fait qu'il va avoir été blanchi ou parce qu'il s'est déplacé puis que son histoire était peut-être pas connue, mais bref, il va finir effectivement par se marier une seconde fois, cette fois avec Thérèse Mignot, le 6 février 1679 à Grande-Anse. Donc, tout comme René, Thérèse est également veuve. Son premier mari est Nicolas Lebel. D'ailleurs, Nicolas Lebel a une histoire particulièrement intéressante. Permets-moi un petit aparté. Vas-y. Nicolas aura eu 4 enfants dans sa vie avec Thérèse du moins c'est ce qu'on croyait jusqu'en 2021. 2021. OK. Pierre Gendreau Étu, qui est un linguiste de formation, a mené récemment des études de généalogie génétique et selon ses recherches, les enfants de Nicolas ne seraient pas ses enfants biologiques. Dans une thèse beaucoup trop compliquée à résumer et à vulgariser, il confirme qu'il est génétiquement impossible que ses enfants viennent de lui et toujours selon ses recherches, les enfants Lebel partageraient beaucoup d'ADN avec la famille Gagnon qui, étrangement, c'était les voisins des Lebel. Est-ce que c'est un cas d'adoption? Est-ce que c'est un cas d'infidélité? On ne le saura jamais, mais quand je suis tombé sur cette histoire-là en faisant mes recherches sur René Ouellette, je me suis dit que je me devais de faire ce petit aparté. Fin de l'aparté ici, je reprends. René et Thérèse seront ensemble les parents de 8 enfants, 5 garçons et 3 filles. On rappelle que René avait également 3 enfants de son mariage précédent. Martin, je te ramène à l'épisode sur la santé et sur les pédis, le dernier épisode qu'on a fait avant les fêtes, en fait. Ouais. Je t'avais parlé d'une attaque menée par Sir William Phipps dans la ville de Rivière-Ouelle et les villes avoisinantes qui avait été arrêtée par les habitants. Eh bien, René Ouellette et ses 4 fils aînés étaient également sur place lors de l'attaque et font partie de la liste des gens qui sont surnommés maintenant les héros de la Rivière-Ouelle grâce à leur organisation pour repousser cette attaque. Comment vont se passer les dernières années de René Ouellette? Difficile, malheureusement, au niveau de la santé. En 1721, sentant possiblement sa fin approcher, il fait rédiger son testament dans lequel il va notamment céder un arpent de terre à la ville de Sainte-Anne-de-l'Apothicaire. Sainte-Anne de l'Apocatière, pardon. Moins d'1 an après la rédaction du testament, il va s'éteindre à l'âge de 77 ans le 15 janvier 1722 à Sainte-Anne de l'Apocatière, dis-je. Selon des documents officiels, une paralysie va l'empêcher de recevoir la Sainte Communion avant son décès. Donc, on peut s'imaginer que ces dernières années n'ont pas été très faciles. Non. Il va être enterré dans cette même ville.
Tu me vois probablement venir parce que je pose souvent cette question-là, mais est-ce qu'il y a des éléments qui commémorent la mémoire de René Ouellette ou en tout cas de sa descendance? Et est-ce qu'on peut en voir quelque part? J'avais effectivement prévu le coup, donc j'ai fait mes recherches au préalable. L'Association des Ouellets et Ouellettes démontre qu'il existe 4 monuments en l'honneur de René Ouellet. D'abord, il y en a un premier qui a été inauguré en 1966 en l'honneur de son 300e anniversaire de naissance et il est apposé près du cégep de la Pocatière, dont le terrain équivaut à la parcelle de terre que René va avoir donnée à son décès. Il y a une pierre qui est également gravée au nom de René Ouellet sur sa terre à l'île d'Orléans, qui équivaut aujourd'hui à l'adresse du 2977 chemin Royal dans le quartier Sainte-Famille de l'île d'Orléans. Il y a un écriteau à l'entrée du cimetière de Rivière-Ouelle également pour souligner le passage de cette famille dans cette ville. Et enfin, il y a un monument dans le cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pocatière où il fut inhumé en son honneur. Il y a la rue René Ouellette dans la ville de Chambord au Saguenay qui n'est toutefois pas en son honneur. C'est un René Ouellette différent. Donc, ça sera loin un peu. Là. Effectivement, on ne doit pas confondre ces deux René Ouellette. Dans les Ouellettes connus, on peut évidemment penser à La Poune. On parlait du divertissement et des arts, qui est née sous le nom de Rose Ouellette en 1903 à Montréal. Elle est issue d'une famille pauvre, nombreuse de l'Est de Montréal. Elle va avoir 17 frères et sœurs qui vont décéder en bas âge. Et 17 qui sont décédés? 17 décédés. Aïe, aïe, aïe. En tout, il y en a seulement 4 filles, dont Rose, qui vont se rendre à l'âge adulte. Rose Ouellette est engagée par le comédien et chanteur Paul Hébert pour jouer au théâtre, ce qui lui a permis d'obtenir des rôles de plus en plus importants. À cette époque-là, elle n'a alors que 19 ans. Dès sa première comédie, elle va se présenter sur scène sous le nom de Casserole. Quelques mois plus tard, Rose Ouellette va prendre le nom de scène finalement de La Poune à la suggestion d'un de ses premiers partenaires, le célèbre Olivier Guimond-Père. Il va lui suggérer La Poune parce que ça rimait avec son propre nom de scène à lui qui était Tizoune. Donc, il trouvait que ça sonnait bien les deux ensemble. D'ailleurs, Olivier Guimond-Père, fasciné par le talent authentique qui sortait de l'ordinaire, va décider de prendre Rose Ouellette sous son aile et va l'aider à comprendre les mécanismes de jeu d'acteurs et de tout le monde du burlesque. À partir de 1953, La Poune va enchaîner les succès télévisuels jusqu'en 1993 où elle prend officiellement sa retraite à l'âge de 90 ans. La publicité de Molson avec ce célèbre slogan La rousse est douce sera un de ses derniers contrats. Elle s'éteint à l'âge de 93 ans, un âge assez respectable, le 14 septembre 1996. Un grand nombre de politiciens au travers les années vont porter le nom de Ouellette, ainsi que son éminence Monseigneur le cardinal Marc Ouellette et l'archevêque Monseigneur Gilles Ouellette, qui est décédé en 2015. De nos jours, le nom Ouellette est au 11e rang des noms les plus communs du Québec. Quand même. C'est terminé pour nous aujourd'hui, Martin, déjà. L'épisode a duré moins longtemps que les bulles. Oui. On boit pas vite parce qu'on parle trop. Parce qu'il faut parler, mais on va les prendre après, ne t'en fais pas. Cet épisode était présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 lors de votre achat. Dis-moi. Oui, la chanson de Lou-Adrienne Cassidy? Non. Non. Pas un débat, là. Non, on va se faire dire qu'on parle de gens que personne ne connaît. Exact. Dis-moi, de quoi allons-nous parler dans le prochain épisode? Est-ce que je te le dis? OK, d'abord. On va parler de vêtements en Nouvelle-France et on aura même un invité. Et on va parler de Nicolas Perrault, un des ancêtres des familles Perrault du Québec. On se refait donc ça dans 2 semaines? Eh bien oui, et puis d'ici là, passez tout le monde un bon 2 semaines. Nous, on va tranquillement pas vite célébrer la nouvelle année avec nos bulles. Merci beaucoup. Bye. Bye. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé